Bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on va s'attaquer à l'une des institutions sportives les plus fascinantes, mais aussi les plus complexes de la planète, le FC Barcelone. C'est une histoire qui honnêtement défie toute logique. On parle d'une dynamique où une excellence sportive absolue cohabite avec une crise institutionnelle sans précédent. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet avec un chiffre qui donne le vertige, 2,5 milliards. Oui, vous avez bien entendu, c'est la dette historique du club en euros recensée fin 2025. C'est un fardeau financier littéralement colossal qui est le résultat d'années de gestion, disons, très complexes et de la rénovation massive de leur stade. Mais alors, voici le contraste saisissant. Face à cette dette écrasante, on a un autre nombre, 29. En 2026, en plein cœur de cette tempête financière, le Barça décroche quand même son 29e titre de champion d'Espagne. Un sacre magistral, obtenu sous la direction de Hansi Flick et scellé lors d'un classico face au grand rival madrilène. Alors comment un tel gouffre financier peut-il coexister avec la gloire sportive la plus totale ? C'est tout le paradoxe. Pour comprendre ça, voici notre plan d'attaque pour ce décryptage. D'abord, on verra ce triomphe paradoxal. Ensuite, on parlera de ce concept de plus qu'un club. En 3, la révolution tactique, puis les âges d'or et les records. Et enfin, on terminera sur la dette, la reconstruction et la renaissance du club. On commence donc avec notre première partie, un triomphe paradoxal, ou comment trouver le succès en pleine crise. Ce qui nous amène à la deuxième partie, plus qu'un club, l'identité catalane. Ce qui est vraiment intéressant ici pour comprendre cette fameuse résilience qui maintient le navire à flot malgré les tempêtes, c'est qu'il faut remonter aux fondations même de l'institution. Cette célèbre citation de 1968 du président Narcís de Carreras, « Mais qu'un club », ce qui veut dire plus qu'un club, ce n'est vraiment pas qu'un simple slogan marketing. C'est la déclaration ouverte que soutenir cette équipe, ça dépasse de très loin le cadre du sport. C'est littéralement la colonne vertébrale sociopolitique de l'entité. Et l'histoire nous montre très bien pourquoi. Fondé en 1899 par le Suisse Joan Gamper avec un groupe d'étrangers, le club est très vite devenu le symbole de la culture et de la langue catalane. Les archives nous rappellent qu'au XXe siècle, notamment sous la dictature du général Franco, le stade servait de véritable refuge culturel face à une répression politique extrêmement sévère. Les événements ont parfois été tragiques, on pense à l'exécution du président Josep Sunyol par l'armée franquiste en 1936, ou encore à la castillanisation forcée qui visait à effacer toute trace d'identité régionale, du nom et du blason. Ces épreuves font monter les enchères, on ne parle pas juste de foot ici, on parle de la préservation de tout un héritage. Passons maintenant à la troisième partie, la révolution tactique, l'ADN du jeu. Passons à la suite et regardons comment tout ça s'enchaîne parce que ce besoin d'expression et de liberté de la Catalogne, il s'est finalement traduit sur le terrain. C'est une évolution ininterrompue, une vraie saga de génération en génération. Ça commence en 1971 quand Rinus Michels débarque avec le football total basé sur la mobilité et la possession. Ensuite, en 1988, Johan Cruyff construit sa fameuse Dream Team. Frank Rijkaard va moderniser cette philosophie en 2003 avec un pressing beaucoup plus intense. Et enfin, en 2008, Pep Guardiola perfectionne l'ensemble avec le mythique tiki-taka, cette possession de balle ultra fluide faite pour complètement étouffer l'adversaire. Bref, une lignée tactique hyper cohérente. On arrive à la quatrième partie, âge d'or et record. Les trophées et les légendes. Forcément, cet ADN unique a créé une véritable machine à gagner. Rien qu'en 2009, l'équipe a réalisé un sextuplé complètement inédit. 6 trophées majeurs en une seule année civile. Ils ont absolument tout raflé. Et au centre de cette galaxie, bien sûr, il y a Lionel Messi. Les statistiques de l'Argentin avec le club sont juste irréelles. 778 matchs disputés, 672 buts marqués et 6 de ses ballons d'or remportés pendant qu'il évoluait sous ce maillot. C'est une ère de succès qui a émerveillé la planète entière et généré des revenus colossaux. Ce qui nous amène à notre cinquième et dernière partie, dette, reconstruction et renaissance, ou la réalité financière du club. Donc le point crucial, c'est de comprendre comment on bascule de ce sommet absolu à une crise d'endettement aussi profonde. Et visuellement, le choc est flagrant. D'un côté, vous avez une rentrée d'argent monumentale grâce aux droits télé mondiaux et au sponsoring. Mais de l'autre, vous avez le gouffre financier du projet Espai-Barça et de la rénovation du mythique Camp Nou. L'explosion de ces coûts de construction, combinée à une masse salariale historiquement astronomique, c'est ce qui a forgé cette dette titanesque de 2,5 milliards d'euros. Et ça illustre brillamment une impasse structurelle vraiment fascinante. Dans le modèle du football d'entreprise classique, un club en difficulté est souvent sauvé par un propriétaire milliardaire ou un fonds d'investissement privé. Sauf que le modèle des socios du Barça, il l'interdit. L'institution appartient intégralement à ses 150 000 membres qui paient leurs cotisations et qui élisent démocratiquement le président. Donc sans actionnaire externe pour injecter des millions et effacer l'ardoise par magie, la structure doit littéralement se sauver par ses propres moyens.
Alors, on se retrouve avec ce triomphe sportif monumental, basé sur des principes vieux d'un demi-siècle, qui vient s'écraser de plein fouet contre la dure réalité économique du XXIe siècle. Et la vraie question qui demeure pour l'avenir, c'est celle-ci. Un club aussi romantique, qui appartient encore à ses supporters, peut-il vraiment survivre dans le paysage hyper commercial des empires financiers du football moderne, sans y perdre son âme? Ça laisse de quoi réfléchir.